ravie de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence. Comme à l'accoutumée, donc nous allons désactiver les micros de chacun. Nous vous relaisserons la parole à la fin de cette visioconférence et celle-ci sera enregistrée pour être disponible ensuite en rediffusion sur le site internet PleinCap. Donc ce matin, nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette très belle croisière, très bel itinéraire dédié à la Grèce et une partie des côtes italiennes. Cette croisière que PleinCap vous propose au printemps 2024. Voilà, de l'automne 2023, on fait déjà un grand saut dans le futur pour passer à la douceur printanière, cette douceur donc de la fin avril 2024. Avant de vous présenter donc l'itinéraire de cette croisière, dans un premier temps, donc j'aimerais juste vous donner quelques mots à nouveau pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur le bateau à bord duquel se déroulera ce très bel itinéraire, donc le MS Hambourg, bateau que PleinCap affrète déjà depuis de nombreuses années, soit en totalité, soit partiellement pour un bon nombre d'itinéraires. Pour cette croisière des Joyaux cachés, c'est un affrètement complet de PleinCap, donc tous les passagers à bord seront des passagers PleinCap. C'est une croisière 100% francophone avec toute l'équipe de croisière, l'équipe artistique, nos conférenciers et la présence exceptionnelle d'un très beau plateau culturel sur cette croisière. Nous aurons l'occasion d'en reparler pendant cette présentation et nous aurons à bord 4 conférenciers, dont un invité de marque, M. Claude Sintès. Quelques mots donc sur le Hambourg. Voici ici donc les caractéristiques techniques du bateau. C'est un bateau qui accueille donc à son bord 380 passagers, 170 membres d'équipage. En grande partie à bord donc des cabines extérieures dont la superficie est d'environ 14 mètres carrés. Ici sur le plan, vous apercevez les différentes catégories de cabines, donc disposées du milieu vers l'avant du navire, ce qui permet aussi de ne pas avoir trop de nuisances sonores sur les différents ponts. À travers quelques minutes, une petite vidéo pour vous présenter donc ce bateau et les derniers travaux qui ont été faits au printemps 2020, notamment avec l'aménagement des catégories 9 et 10 avec les fenêtres panoramiques qui peuvent s'ouvrir et également la rénovation de l'espace réception, également du salon situé au pont 5. Voici, donc sans plus tarder, nous allons embarquer pour notre croisière des Joyaux cachés des îles grecques. Donc embarquement le 23 avril 2024 pour cet itinéraire de 10 jours et 9 nuits. Nous partons donc de Paris ou d'autres villes de province, par exemple Nice, Marseille, Lyon, pourquoi pas, et direction Istanbul. Nous embarquons donc en Turquie à Istanbul. Donc il est vrai que le programme est fait au départ de Paris, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez pour des départs de province. Nous embarquons à Istanbul, donc le vol arrive en début d'après-midi et permet d'embarquer aussitôt. Si vous le souhaitez, il est toujours possible, pourquoi pas, et on le propose, de partir la veille ou l'avant-veille pour une extension à Istanbul si vous voulez redécouvrir cette magnifique ville d'Istanbul. Quelques mots donc sur Istanbul. Istanbul, il faut le savoir, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Un sentiment assez étrange nous envahit lorsqu'on contemple cette ville, lorsqu'on contemple le Bosphore qui traverse Istanbul, ce chenal qui traverse la ville et qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. C'est ici que finit l'Europe et commence l'Asie.
Istanbul, c'est l'Orient qui embrase l'Occident. C'est Istanbul se souvient aussi, on le verra à travers ses différents quartiers et monuments historiques. C'est la Byzance des Grecs, la Constantinople de l'Empire romain d'Orient, la capitale des sultans ottomans, une ville qui fut le théâtre de l'histoire, un véritable théâtre de rue aussi, où l'archaïque côtoie intimement la période moderne. C'est une ville qui est construite sur 7 collines. C'est une ville où règne une ambiance très cosmopolite, un enchevêtrement aussi assez fantastique de petites ruelles. Et c'est vrai que c'est assez agréable de se perdre dans ces petites rues d'Istanbul. Une ville qui compte environ 15 millions d'habitants, la plus grande ville de Turquie. On ne peut pas rester indifférent au charme de la ville, mais aussi au contraste de cette ville. Une ville, on va dire, trop orientale pour être européenne, mais trop occidentale pour être asiatique. C'est vraiment un voyage dans le temps que visiter Istanbul, une ville chargée d'histoire et très animée, où ici, bien, l'Europe rencontre l'Asie. La ville donc est traversée par le Bosphore, comme nous le disions. La longueur totale donc, du Bosphore est de 30 km, sa largeur donc aussi entre 700 mètres et 4 km au niveau de l'embouchure, au niveau de la mer Noire. Et après notre embarquement, donc nous allons appareiller donc en fin d'après-midi depuis Istanbul et nous allons naviguer dans le mythique détroit des Dardanelles. Ici une carte pour vous situer un petit peu, une photo satellite également, dans ce détroit des Dardanelles, que l'on appelle en turc Çanakkale. C'est aussi bien le détroit des Dardanelles que le Bosphore sont des passages maritimes donc, qui relient la mer de Marmara à la mer Égée. Originellement, le terme de Dardanelles désignait donc les régions situées de part et d'autre du détroit. Par extension, maintenant, le mot Dardanelles désigne le détroit lui-même. La possession de ce détroit, comme celui du Bosphore, permet de contrôler donc toutes les liaisons maritimes entre la Méditerranée et la mer Noire. Ce détroit est long de 61 km, mais large seulement d'environ 1,5 km à 6 km pour sa partie la plus large, avec une profondeur maximale de 103 mètres pour une moyenne de 55 mètres. Ce détroit est parcouru par différents courants, ce qui est assez intéressant. Un courant de surface depuis la mer de Marmara, un courant qui se dirige vers la mer Égée, et un autre courant de fond avec une salinité plus forte qui arrive en sens inverse. C'est pour ça que lorsque vous regardez souvent le Bosphore, il apparaît comme souvent agité. En fait, c'est la rencontre de ces deux courants. Après cette navigation touristique dans ce détroit des Dardanelles, notre première escale grecque sera sur l'île donc de Lesbos. Nous ferons escale à Mytilène, sur cette île donc de Lesbos. On va passer voilà, à la photo suivante. Lesbos, c'est le port principal de l'île de Mytilène. Vous pouvez apercevoir ici sur cette carte. Donc, on est situé à quelques milles nautiques de Çanakkale, le détroit des Dardanelles. C'est la capitale donc, de l'île, Lesbos. Mytilène est construit, comme vous le voyez sur les quelques photos à droite de votre écran, sur les collines plantées d'oliviers, des collines plantées de pins également. C'est une ville qui est dominée par une forteresse génoise, la forteresse des Gatilusi. Vous profiterez donc de cette escale libre lors de ces quelques heures à Lesbos pour vous promener dans ces petites ruelles entre la rue Hermou, qui est la principale artère commerçante, et pourquoi pas rejoindre la colline du Castro, où se trouve le vieux quartier pittoresque et qui garde aussi des traces de l'occupation ottomane, donc qui a marqué aussi l'histoire de cette île de Lesbos. Cette escale donc de demi-journée va nous permettre, je dirais, d'entrer en matière un petit peu avec la Grèce. Et là, nous allons en parler plus à proprement dit lorsque nous allons aborder les Cyclades, puisque nous avons plusieurs escales donc, vers ces merveilleuses Cyclades. La carte ici pour vous resituer, bien sûr, ces îles des Cyclades. Donc, nous ferons escale à Mykonos, Délos, Amorgos, Santorin. L'archipel des Cyclades, que l'on surnomme de temps à autre l'Éden grec de la mer Égée ou bien la terre des mythes, terre de marins. L'archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées. Le mot Cyclade vient du grec ancien kyklos. On dit que ces îles ont été un petit peu jetées
en cercle tout autour de l'îlot sacré, l'île de Délos, qui sera notre escale suivante. L'île de Délos où finit le dieu, donc Apollon, d'après la mythologie. Les Cyclades les plus emblématiques, pour ne citer que celles-ci, sont Santorin, Mykonos, Paros, Amorgos ou bien Sifnos, des îles dont vous avez entendu parler. Toutes ces îles ont leur charme, elles allient la beauté de leurs côtes escarpées, des villages perchés, des villages étincelants de blancheur, également des maisons donc blanches, des maisons cubiques aussi, et des petites chapelles et des ruelles très animées. Notre escale donc suivante va nous permettre d'aller vers Délos, l'île sacrée d'Apollon, que l'on surnomme aussi de temps à autre le nombril du monde. Ici, donc, le MS Hambourg sera à l'ancre à Délos, comme vous pouvez le voir ici. Délos est située au centre de la mer Égée. Délos est une petite île inhabitée. Elle fait 6 km². Elle est toute proche de Mykonos. En bateau rapide, il faut à peu près 15-20 minutes entre Mykonos et Délos. Elle est totalement différente, vous vous en doutez, de sa voisine Mykonos. Donc là, avec les chaloupes du bord, nous débarquerons du Hambourg pour rejoindre cet îlot sacré de Délos et pour visiter ce merveilleux site archéologique, sans doute l'un des sites archéologiques les plus importants de Grèce. En tout cas, le seul site archéologique classé par l'UNESCO situé sur les Cyclades. Cette petite île, donc, sur cette petite île, on dit que c'est le lieu de naissance donc d'Apollon. Ce fut aussi un port important, un centre commercial important. C'est une île musée qui regorge d'histoires, de trésors, à l'instar du musée archéologique que l'on visitera donc sur l'île. Également donc la terrasse des Lions, comme vous pouvez l'apercevoir ici, ou bien les vestiges de la maison de Dionysos. C'est ici un caractère un petit peu sacré que l'on va trouver à Délos. Délos devient à l'époque classique un centre religieux de tout premier ordre, pendant que Delphes, donc sur la Grèce continentale, affirmait, on va dire, un petit peu cette dualité. Sa rivale insulaire était l'île de Délos. Ici, donc, ont été construits des temples consacrés à toutes les divinités du monde connues. Ils furent érigés par des marins de passage ou bien par des commerçants expatriés. 2000 ans plus tard, seuls les archéologues maintenant ont le droit de passer la nuit à Délos. Les visiteurs peuvent juste accoster en bateau, en caïque, en vedette rapide, mais on ne peut pas séjourner à Délos. Les vestiges donc les plus impressionnants, vous les voyez ici, hein, donc la terrasse des Lions sculptée en marbre donc au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Un petit peu plus haut de cette terrasse se trouvait un lac sacré, on ne peut plus le voir puisqu'il a été asséché au XIXe siècle pour combattre notamment les moustiques. Et un peu plus haut sur la colline se trouvent donc des mosaïques, comme vous pouvez l'apercevoir ici, des mosaïques assez spectaculaires, notamment donc Dionysos et la panthère en particulier. Et ces mosaïques ponctuent le chemin grimpant justement jusqu'au sommet du Mont Sainte. Après cette escale donc de Délos, nous remonterons à bord du Hambourg pour quelques heures, le temps du déjeuner, et nous irons ensuite faire escale à Mykonos. Très différente, cette île voisine, nous ferons escale l'après-midi à Mykonos. Mykonos, île trépidante, on va dire, des îles grecques, certainement la plus courue, la plus festive l'été des îles grecques. Elle voit défiler chaque année des millions de touristes, un nombre insupportable de touristes l'été, comme vous pouvez l'imaginer. Revenons sur l'histoire de Mykonos. C'est une île qui autrefois était très pauvre et elle vivait principalement de la pêche, de la construction de bateaux jusque dans les années 1950. Et à cette date, eh bien, il faut savoir que Mykonos doit sa notoriété à Aristote Onassis, qui débarque ici et qui commence à inviter dans de grandes fêtes tout ce qui pouvait compter de stars de cinéma, de politique, de jet-setters pour faire la fête. Au fil de ces décennies, eh bien, l'île s'est développée, le tourisme des Mykonos s'est vraiment développé. Ce qui est intéressant de voir justement, c'est le contraste entre Mykonos et d'autres îles justement moins touristiques. Mais il faut tout de même se perdre, je dirais, dans les ruelles de Mykonos, ces ruelles tortueuses qui ont quand même un certain charme. Peut-être vous en profiterez pour découvrir certains musées de Mykonos, puisqu'il y a le musée archéologique de Mykonos qui expose des vestiges provenant de l'îlot de Rhinia, qui est
aux alentours. Donc, c'est une collection assez intéressante. Le musée du folklore aussi, qui est intéressant à découvrir, ou aussi le musée de la musique. Peut-être croiserez-vous aussi à Mykonos, sans doute vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà vu, ce fameux pélican, les pélicans de Mykonos. Alors, à l'origine, le pélican de Mykonos, pour la petite histoire, c'est Petros, hein, le pélican mascotte de l'île. Un pélican que l'on a trouvé blessé sur une plage dans les années 1950, qui a été adopté par tous les Myconiotes. Un pélican qui était en liberté, libre de voler là où bon lui semblait. Il volait vers les îles voisines, mais revenait toujours jusqu'à Mykonos. Un jour, le pélican Petros a disparu. Il a malheureusement été victime d'un accident d'un chauffard. Il avait plus de 30 ans, ce pélican, et les Myconiotes furent bien tristes. Donc, pour la petite histoire, ils ont adopté deux autres pélicans que peut-être vous verrez déambuler dans les rues de Mykonos. Hein. Il y a donc un pélican femelle, Irène, qui était un cadeau de Jackie Kennedy Onassis, et Petros II, qui a été un pélican cadeau du zoo de Hambourg. Donc, maintenant, il y a trois pélicans qui promènent à Mykonos et qui, très généralement, eh bien, se promène vers le port, il est autour des barques et des caïques colorées de Mykonos, vers le petit marché aux poissons. Ce qui est agréable aussi à Mykonos, c'est de déambuler dans le quartier que l'on appelle la Petite Venise, que vous apercevez à droite ici de la photo, un quartier qui tient son nom des hautes maisons vénitiennes blanchies à la chaux, des fenêtres colorées qui s'avancent jusqu'au bord de l'eau. C'est certainement avec la Kora, le quartier le plus vivant de Mykonos, où l'on va trouver un bon nombre de restaurants, bars, boutiques et galeries d'art également. Notre escale donc de l'après-midi jusqu'à minuit donc vous permettra pourquoi pas d'assister au coucher de soleil à Mykonos, qui est toujours une expérience très intéressante. Nous poursuivons notre navigation, notre découverte des Cyclades et nous arrivons ensuite vers Amorgos, une île très différente. Et que lorsque je vous parlais tout à l'heure du contraste de ces Cyclades, c'est assez intéressant justement après avoir vu le côté très touristique de Mykonos, de partir, entre guillemets, s'exiler à Amorgos, une île qui est encore assez vierge de touristes. Amorgos est certainement l'une des destinations phares des Cyclades qui reste tranquille, accueillante. C'est une île sur laquelle on va distinguer trois villages importants qui permettent de partir à la découverte de l'île. Notre port d'escale sera Katapola. Vous apercevez ici au centre de l'île, entouré en rouge. Donc Katapola, c'est ici que le MS Hambourg jettera l'ancre. Nous débarquerons ensuite pour pouvoir sillonner sur l'île et notre excursion nous mènera vers Panagia Kosoviotica, le monastère de la Kosoviotica, un lieu vraiment très exceptionnel. Pour revenir donc sur le port de Katapola et le sud d'Amorgos, hein, donc Katapola se situe au fond d'une large baie très protégée. Et ici, eh bien, c'est un petit port grec que l'on va trouver, des petites ruelles menant vers des églises, comme notamment la Panagia Katapoliani, l'une des plus anciennes églises de l'île. Nous allons donc ensuite partir en excursion vers ce monastère donc, de Kosoviotica. Il se trouve à peu près à 30 minutes en autocar du port de Katapola. Et là, donc, un sentier permet d'accéder à ce magnifique monastère perché sur un éperon rocheux, comme vous l'apercevez à droite ici de votre écran. Cette photo à droite est certainement l'image la plus connue d'Amorgos. Ce monastère a été fondé au XIe siècle. On a l'impression qu'il est plaqué vraiment contre la falaise et ici, il domine à 300 mètres d'altitude la mer. Ce monastère renferme de très belles icônes byzantines que vous pourrez voir au cours de la visite et une icône de la Vierge Marie qui posséderait des pouvoirs miraculeux. Selon la légende, cette icône a été trouvée au fond de la mer en Asie mineure et l'icône est transportée de village en village chaque année à Pâques. C'est l'une des traditions justement de l'île d'Amorgos. Un escalier en pierre, comme vous pouvez l'apercevoir ici, permet de monter au monastère. Autrefois, on accédait par une échelle en bois rétractable qui pouvait être soulevée d'ailleurs par les moines lorsqu'ils voulaient fermer le monastère aux visites. Donc maintenant, c'est plus pratique, on accède avec cet escalier. Et dans ce monastère vivent encore 5 moines. Ils nous accueillent, ils nous font visiter les lieux.
Ils vous feront déguster aussi un petit verre de racomelo, qui est la liqueur locale, donc souvent accompagné de petits gâteaux grecs. Enfin, l'accueil est assez convivial lorsqu'on est à ce monastère. Lorsque nous sommes en haut du monastère, donc après avoir visité celui-ci et vu les différentes icônes, iconostases également, on a une vue absolument imprenable en contrebas sur la petite plage d'Agian Anna, qui a servi de scène de décor pour le film Le Grand Bleu, entre autres. Voici quelques photos également du village de Kora que nous apercevons lorsque nous faisons le transfert en autocar entre Katapola et le monastère de Kosovio-Titsa. À présent, je vais vous passer quelques minutes, donc une petite vidéo d'Amorgos pour vous permettre de mettre en scène un petit peu tout cela. Rien ne vaut des images. Voici, donc vous avez vu à travers ces quelques minutes des paysages assez arides que l'on côtoie justement lorsque l'on part de Katapola pour rejoindre Kosovio-Titsa. Ici, encore une vue depuis le monastère de Kosovio-Titsa, une vue assez superbe sur les îlots avoisinant cette île d'Amorgos. Après cette escale à Morgos, nous allons poursuivre notre navigation pour quelques heures, le temps du déjeuner là également. Et l'après-midi, nous ferons escale à Santorin jusqu'au début de soirée. Ici, vous apercevez le Hambourg d'ailleurs à l'approche de la caldeira de Santorin, une navigation touristique qui est absolument superbe. Là aussi, une image un petit peu carte postale de ces emblématiques Cyclades. Santorin, c'est une île unique, irréelle, magique, spectaculaire, fascinante. Les adjectifs sont nombreux pour décrire les émotions qu'un petit peu chacun va ressentir lorsqu'on découvre pour la première fois cette île de Santorin, que l'on appelle aussi Terra ou Tyra en grec. On approche ici de sa caldeira qui surplombe la mer Égée. L'île, donc une île assez fréquentée aussi, Santorin, tout comme Mykonos, puisque chaque année ici débarquent à peu près 2 millions de visiteurs. Donc c'est vrai que c'est un joyau, mais très fréquenté. La chance que l'on a, notre escale en début de soirée nous permettra eh bien, d'avoir aussi moins de monde à Santorin. On surnomme aussi cette île de Santorin la Pompéi de la mer Égée. C'est une île qui va baigner dans une aura de mystère. C'est l'île la plus méridionale de l'archipel des Cyclades, une île qui est probable aussi, probablement le berceau de l'Atlantide. Ici, donc, il y a 3500 ans, une explosion titanesque a disloqué cette île de Santorin sous l'effet donc du souffle. Un nuage de cendres explose et de pierres ponces se forme, qui atteint à peu près 40 km de haut, avant de retomber donc un petit peu comme une grêle sauvage. Et après une brèche ouverte sur les flancs, la mer pénètre à l'intérieur du volcan alors que des nuées ardentes achèvent d'anéantir toute vie. C'est ainsi que se forme la caldeira de Santorin. Lorsque le calme revient sur l'île, donc à l'origine presque circulaire, l'île ne forme plus qu'un large croissant de scories et de lave qui encercle toute cette baie. C'est assez impressionnant. Et c'est à l'intérieur de cette caldeira que maintenant les bateaux de croisière peuvent ancrer pour vous montrer à quel point la caldeira est profonde. À Santorin, donc, on va trouver deux villages les plus importants, Fira et Oya.
donc des images de cartes postales comme ici, des ruelles blanches avec des maisons, des volets bleus, des coupoles d'églises, de petites chapelles, ces couleurs blanches et bleues qui rappellent bien sûr les couleurs du drapeau grec. On va trouver aussi en déambulant sur cette île de Santorin des maisons troglodytes creusées dans la roche volcanique, des demeures néoclassiques, des ruelles pavées comme vous pouvez le voir ici. Voici encore quelques vues de Santorin, des églises avec des dômes bleus comme vous pouvez l'apercevoir ici, et au cœur, donc la caldeira de Santorin. Depuis Santorin, donc vous pourrez bien sûr vous promener tranquillement, profiter de cette escale et on vous proposera, si vous le souhaitez aussi, la visite du site d'Akrotiri. Ce site qui a été pendant très longtemps fermé puisqu'il était en restauration, il a réouvert il y a quelques années. Ce site archéologique d'Akrotiri a été découvert à la fin des années 60 au moment du chantier du canal de Suez. On avait un besoin massif de pierre et en creusant la pierre volcanique pour l'exporter justement à Suez, les archéologues ont découvert ici les vestiges de la civilisation minoenne, construite donc un village construit au XVIe siècle avant notre ère, un site assez avancé qui a été détruit aussi par l'éruption volcanique majeure. Lorsqu'on arrive à Akrotiri, vous le voyez assez bien sur ces photos, ce qui est assez surprenant, c'est l'état de conservation des bâtiments et des objets que l'on va y trouver, puisque ce village était enseveli sous des mètres de cendres et de roches volcaniques, donc il est resté assez intact. Ce village d'Akrotiri donc se trouve sur les rives de cette caldeira au sud de l'île de Santorin. Vous pourrez aussi profiter donc au cours de votre temps libre, bien sûr, des différentes ruelles et attractions boutiques que présente Santorin et pourquoi pas déguster les spécialités de l'île comme notamment le vin. L'île de Santorin est connue aussi pour ses vins que l'on peut y déguster, notamment le Niketri, l'Assyrtiko, le Mezzo ou le Vincento, qui sont des vins que l'on compte parmi les meilleurs vins grecs, des vins secs assez aromatiques. Et ici, les vignes, bien sûr, permettent de produire ce vin puisque les pentes sont très fertiles le long de cette caldeira. Nous allons quitter donc Santorin en fin de journée, en début de soirée, pour rejoindre la Grèce continentale ensuite et pour rejoindre le port de Gytion où nous ferons une escale de journée entière à Gytion. Cette carte pour vous situer donc un petit peu. Donc, ici, nous sommes dans la région de la Laconie, donc sur la Grèce continentale. Vous apercevez ici les deux sites qui vont nous intéresser sur cette carte, où nous allons proposer des visites, le site de Monemvasia et le site de Mistra. L'escale suffisamment longue permet aussi de flâner à Gytion, qui est un village vraiment très agréable, bâti en arc de cercle, comme vous pouvez le voir ici, dominé par le mont Koumarion et surmonté donc d'une citadelle. C'est un petit peu le point de départ pour rayonner dans toute la région du Magne. C'est un village qui compte environ 8000 habitants, traversé par sa rue principale, parallèle au port. Et là, on va trouver de nombreuses tavernes, de nombreux poissonniers locaux qui sont approvisionnés justement par les pêcheurs jour après jour. Et vous apercevez ici notamment les poulpes qui sont en train de sécher. C'est toujours ce que l'on voit lorsqu'on arrive à Gytion. Sans plus tarder, nous allons parler donc des visites proposées au départ de Gytion. Nous allons partir en excursion, pourquoi pas en journée, vers le site de Monemvasia. Monemvasia est situé sur la côte est de la Laconie, donc au sud de la région du Péloponnèse. C'est une ville fortifiée, comme vous pouvez l'apercevoir ici, en haut de cet éperon rocheux. Une ville fortifiée qui a été construite à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. On la surnomme de temps en temps le Gibraltar de la Grèce, puisqu'elle est vraiment comme une avancée, une pointe ici, dans cette mer Égée. Ici, on admire une grande construction qui mélange assez harmonieusement les aspirations médiévales, vénitiennes, byzantines, qui témoignent bien sûr de l'histoire de cette ville de Monemvasia. Donc c'est vrai, côté visite culturelle, eh bien, nous sommes pleinement satisfaits avec l'architecture que l'on va pouvoir découvrir de ce passé de la ville de Monemvasia.
Deux quartiers principaux composent Monemvasia. Le Castro, dans un premier temps, que vous apercevez. Le Castro, donc, qui est le cœur historique de la ville, qui est situé sur l'îlot Rocheux. Au détour de ce Castro, on peut apercevoir de nombreuses petites ruelles, églises également. Et il y a l'autre quartier, donc, qui est le Gifara, qui est le quartier bâti sur le continent, qui dispose d'infrastructures touristiques donc, et d'un port. Nous visiterons ces deux parties donc, de Monemvasia pour vraiment découvrir le charme de ces petites ruelles et apprécier les différents types d'architecture. Deuxième excursion qui sera proposée au départ de Guition, cette fois-ci c'est une excursion de demi-journée qui nous permet d'aller vers Mistra. Alors Mistra, peut-être connaissez-vous, mais c'est vrai que le site est très vaste, donc on peut y retourner. Il y a toujours des endroits que l'on n'a pas visités à Mistra. C'est certainement l'un des coups de cœur, l'un des sites historiques de la Grèce continentale, cette colline de Mistra. Le site est situé sur les pentes d'une colline à l'ouest de la plaine de Sparte, que l'on traverse en autocar depuis Guition pour arriver justement au site de Mistra, dans le massif du mont Tagiet. Cette cité donc est une cité byzantine, la cité de Mistra, qui est assez impressionnante de par les monuments que l'on va pouvoir y découvrir, les vestiges. C'est une cité qui, pendant 2 siècles, a été très influente, qui a été marquée par une forte dynamique politique, sociale, culturelle. C'est un site qui désormais est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forteresse qui a été construite par les Byzantins. Vous apercevez ici sur le plan schématique de Mistra les différentes justement enceintes, différentes fortifications de la ville de Mistra, la ville basse, la ville haute également. Pour comprendre l'histoire de Mistra, il faut revenir sur quelques repères historiques. Donc, l'histoire de Mistra commence au XIIIe siècle. En 1249, sous l'occupation des Francs, la ville a été créée par Villehardouin II qui fit construire au sommet du rocher donc une imposante forteresse. 10 ans plus tard, Villehardouin fut prisonnier et pour acheter sa liberté, il donna la forteresse de Mistra ainsi que celle de Monemvasia à l'empereur Paléologos. À la recherche de la sécurité, les habitants de la Laconie, donc la région voisine, bâtirent alors sur les pentes de Mistra des maisons. Donc la ville de Cora a été construite pour protéger comme une forteresse, comme des remparts, la forteresse qui était au sommet. De nouvelles maisons donc furent ensuite construites en dehors des murs, donc c'est ce que l'on appelle maintenant la ville basse, qui elle-même ensuite a été renforcée par la construction de nouveaux remparts. On arrive à l'époque byzantine, au XIVe siècle. Mistra devient la capitale du despotat de Morée, dont le gouverneur était désigné donc à vie. Et là, c'est une période économique et culturelle assez prospère pour le site de Mistra. La ville s'est développée, elle est dirigée par des fils et frères des empereurs byzantins. C'est une ville qui a des moyens assez importants. C'est à ce moment-là que les influences artistiques enrichissent aussi Mistra, influences que l'on peut voir aujourd'hui, bien sûr. Ici, voilà, vous avez une gravure qui permet de voir aussi le début de la construction de Mistra. Des vestiges, donc, que nous disions artistiques intéressants, puisque lors de notre visite du site de Mistra, donc on visitera une partie de la partie basse et aussi quelques églises de la partie haute, nous découvrirons donc des églises avec à l'intérieur des fresques absolument superbes, des fresques qui datent justement de cette période byzantine. C'est à cette période donc que l'influence artistique a marqué donc la cité de Mistra, les peintures, les décorations que l'on peut apercevoir ici même. Mistra, donc, ensuite a été donc habité par les Grecs après cette période, une période aussi prospère. Donc, vous pouvez apercevoir que le site est encore en cours de restauration, même si elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un vaste plan de restauration a été entrepris depuis les années 1990 pour restaurer les églises, les palais, les résidences et les maisons que l'on peut trouver à Mistra. C'est en tout cas une grande page d'histoire et également de beaux vestiges artistiques que l'on peut voir à travers
cette visite de Mistra, une petite vidéo vous permettra de voir un petit peu tout cela à nouveau. Après la découverte de cette très belle cité byzantine, donc lors de notre escale à Gittion, nous allons poursuivre notre navigation et direction Katakolon. Donc cette carte ici vous permet de vous situer aussi. Donc vous apercevez Katakolon, qui est ce petit village grec de la mer Ionienne, un village qui compte à peu près 1000 habitants, niché donc entre le port et la colline. Une rue, on va dire, assez touristique. Le port de Katakolon est en fait surtout le port qui nous permet de découvrir le site d'Olympie, qui est situé à environ 30 km à vol d'oiseau. Ce port de Katakolon est situé au pied d'une colline, hein, la colline de Pyrgos. C'est une station balnéaire, essentiellement escale de croisière, on va dire. Nous allons rejoindre donc le site d'Olympie, site très connu aussi, ce sanctuaire d'Olympie qui est situé dans le nord-ouest du Péloponnèse, dans le district régional de l'Élide. Ce site a été fondé dans la vallée créée par la confluence de deux fleuves, l'Alphée et le Cladé, dans un décor naturel, dans un décor assez serein. Le site est absolument superbe lorsque l'on arrive à Olympie. Et là, donc, au sein de la culture humaine, a été dressé le sanctuaire panhellénique qui occupe la place la plus importante au niveau du centre religieux, politique et sportif. Son histoire remonte à la fin de la période néolithique, donc 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et là, le célèbre sanctuaire que l'on va découvrir est devenu le centre de culte de Zeus, le père des 12 dieux de l'Olympe. Nous allons donc déambuler sur ce site d'Olympie, qui est assez vaste également. Ici, sur le plan justement de ce site, vous pouvez apercevoir les différents vestiges et comment était constitué justement ce site d'Olympie, avec la palestre, les différents temples, temple de Héra, le temple de Zeus, l'Altis, le sanctuaire, également donc le Bouleuterion, la maison de Néron, le stade aussi, un site donc à découvrir au cœur de l'Altis, le bois sacré, donc le centre de ce sanctuaire, où là on va découvrir et évoquer des étapes assez cruciales pour l'histoire de l'art. De grands artistes tels que Phidias y ont laissé leur empreinte, une grande inspiration, créativité également, qui offre des compositions artistiques assez extraordinaires. C'est dans ce lieu que l'idée olympique est née, faisant d'Olympie un symbole universel de paix et de compétition au service de la vertu. C'est ici aussi que l'importance a été donnée aux idéaux d'harmonie physique, mentale, au noble concours, la rivalité saine, la trêve sacrée, également des demeures, des valeurs qui demeurent immuables à perpétuité et dans les Jeux olympiques toujours actuels. Vous apercevez ici donc les vestiges que l'on pourra voir sur ce vaste site d'Olympie au cœur donc de la vallée de l'Alphée. Nous poursuivrons notre visite d'Olympie par la découverte du musée d'Olympie, donc au cœur même de ce site. À l'intérieur de celui-ci, on va trouver des vestiges donc qui ont été retrouvés in situ, donc un musée qui met très bien en valeur
ces différentes œuvres et la sculpture que l'on a retrouvée in situ. Après cette visite d'Olympie, donc de retour au port de Catacolon, nous allons quitter les terres grecques pour poursuivre notre voyage en Méditerranée et pour arriver vers le sud de l'Italie et précisément dans cette région qu'est la Calabre, à travers cette escale donc à Reggio di Calabria. Reggio di Calabria, donc nous sommes vraiment au sud de la botte italienne. C'est l'entrée du détroit de Messine. Face à Reggio di Calabria se trouve donc la Sicile. Ici, quelques photos pour vous montrer la ville de Reggio di Calabria, le château aragonais que l'on trouve donc au cœur de la ville, sa cathédrale, la vue donc de Reggio di Calabria faisant face donc à la Sicile. Également, vous apercevez ici le monument, donc la statue d'Athéna face au détroit de Messine en hommage donc, à Victor Emmanuel III. Donc. Et notre escale à Reggio di Calabria est intéressante dans la mesure où nous allons visiter le musée national de la Grande Grèce, un musée archéologique qui a été fondé ici et qui rassemble un bon nombre de trésors trouvés donc, au sein de cette Grande Grèce. Le musée de Reggio di Calabria donc, a été ouvert au public en 1954. Je vais vous présenter quelques œuvres de ce musée. Donc, les riches collections retracent toute l'histoire antique, d'une part, de la Calabre depuis la préhistoire. Et il y a aussi tout un département consacré donc, à la Magna Grecia, la Grande Grèce. Ce musée de Reggio di Calabria a fait l'objet aussi d'une grande restauration puisqu'il a été fermé entre 2006 et 2016, 10 ans de travaux qui ont été nécessaires pour réaménager ce musée donc par l'architecte Paolo Desideri pour restaurer ce très grand musée. Il a une superficie actuelle de 11 000 mètres carrés. Et c'était aussi dans le but d'offrir un espace digne de ce nom aux deux pièces maîtresses du musée qui sont les bronzes de Riace. Ici, nous sommes au premier étage du musée, consacré donc à la Grande Grèce, avec une section particulièrement développée sur les sanctuaires anciens grecs retrouvés en territoire calabrais, des vestiges qui ont été mis à jour notamment sur le site de Locri, des vestiges que l'on a trouvés, donc, notamment donc, du mobilier de nécropole, des objets liés au culte du sanctuaire de Perséphone, notamment, des plaques votives, des plaques en terre cuite également que l'on pourra découvrir, des tablettes de bronze. On va découvrir aussi dans la mezzanine des pièces assez intéressantes comme des boucles d'oreilles ensuite en or, pardon, des coupes de verre et nous allons ensuite aller vers les pièces maîtresses de ce musée qui sont les bronzes de Riace, qui font l'objet de la plupart d'entre nous de cette visite. Donc ces bronzes se trouvent au rez-de-chaussée du musée. Ils ont été aménagés dans une salle spéciale. Ce sont ces deux grands héros grecs, des grandes statues qui ont été offertes comme il était d'usage à l'époque, à quelques sanctuaires pour célébrer une victoire militaire. Ces deux statues représentent deux grands guerriers, des hommes nus, barbus, debout dans une posture que l'on dit contrapposto, une posture très intéressante. Ces statues ont été découvertes le 16 août 1972 sur la côte ionienne, au large de Riace. Et ces statues sont dans un état de conservation assez extraordinaire. On suppose qu'ils faisaient partie d'un chargement d'un navire probablement romain qui a fait naufrage dans ces lieux, donc à Riace. Auparavant, donc en 1969, au nord du détroit de Messine, à Porticello, une équipe de plongeurs sous-marines avait déjà repéré l'épave du navire grec avec une partie de son chargement, certainement ses bronzes, et aussi donc des amphores grecques puniques, des fragments de statues et des têtes en bronze et de magnifiques sculptures, comme vous pouvez le découvrir ici. Donc, ce sont de véritables trésors que l'on découvre à l'intérieur de ce musée de Reggio di Calabria, qui est tout de même la principale raison de notre escale ici en Calabre. Après cette escale à Reggio di Calabria, donc en Italie, notre navigation va nous permettre de franchir ensemble le détroit de Messine,
Ici, donc, vous situez Reggio di Calabria sur la côte calabraise et faisant face la Messine, la Sicile, avec la ville de Messine, donc port que vous connaissez sans doute sur cette côte sicilienne. Ce détroit de Messine est un détroit mythique aussi que l'on va trouver en Méditerranée. Il sépare les péninsules italiennes, plus précisément la Calabre, de la Sicile. Un détroit qui sépare la mer Tyrrhénienne de la mer Ionienne. La partie la plus large du détroit de Messine est de 3 km. Et donc, les principaux ports sont Reggio di Calabria, Messine et aussi un port secondaire, Villa San Giovanni. Nous arrivons donc ensuite en mer Tyrrhénienne et notre escale suivante va être en Campanie, toujours en Italie. Et ça va être une escale de journée entière à Naples pour découvrir ou redécouvrir cette superbe ville qu'est la ville de Naples, ville d'Italie, chef-lieu de cette région qu'est la Campanie. Naples est la troisième ville d'Italie de par sa population. Une ville fort intéressante aussi sur le plan historique, puisqu'ici vont s'étendre de nombreux siècles d'histoire, 28 siècles d'histoire. Au départ de Naples, cette journée va nous permettre de vous offrir un bon nombre d'excursions. Alors le choix n'est pas facile, c'est vrai. On propose un bon nombre d'excursions au départ de Naples, la visite de Naples baroque, la visite du musée de Capodimonte, ou bien la visite classique du Vésuve, ou de Pompéi, ou d'Herculanum. Donc le choix est vaste. Il est aussi possible de se promener à votre convenance aussi à Naples, puisque le port est très central. Et c'est vrai que c'est une ville que souvent on ne connaît pas bien, puisque lorsqu'on fait escale pour la première fois à Naples, on va vite à Pompéi ou au Vésuve, mais on ne connaît pas assez bien cette très belle ville de Naples et ses différents quartiers. Alors, en quelques mots, on va parler de chacune des excursions. La première ici, elle va nous permettre de visiter certains quartiers de Naples pendant une demi-journée, en partie donc une visite pédestre, une visite guidée, qui va nous permettre de découvrir certains monuments baroques de la ville de Naples. Ici, sur cette photo, nous sommes au cœur de la ville. Elle vous présente notamment en bas à droite la place du Plébiscite avec le palais royal sur cette même place. L'église du Jésus, donc vous avez la façade en bas et l'intérieur est en haut de l'écran. Cette église du Jésus, du Nouveau Jésus, ou que l'on appelle aussi église de la Grande Trinité, est l'une des basiliques les plus importantes de Naples. Elle a été nommée l'église du Jésus nouveau pour la distinguer justement de l'ancienne église du Jésus. C'était à l'origine, cette église, un palais du XVe siècle, le palais San Severino, qui explique sa façade, que vous apercevez au milieu de votre écran en bas, une façade assez particulière pour une église. La façade du Palazzo San Severino est devenue donc la façade de cette église. Elle est caractérisée par une structure assez étonnante. Ce sont en fait des petites pyramides, la forme un peu de diamant en pierre, d'une roche volcanique et qui a été un style particulièrement employé à la période de la Renaissance vénitienne, mais assez inconnu dans le sud de la péninsule italienne. Donc c'est cette façade de palais qui est restée pour l'église du Jésus nouveau et l'intérieur de celle-ci, donc vous l'apercevez en haut à droite, c'est un intérieur totalement baroque que l'on va retrouver avec beaucoup de sculptures, marbre à profusion également, beaucoup d'ornementation en stuc. Après la visite de cette église, entre autres, nous poursuivrons notre visite de Naples et de ses quartiers baroques avec la visite de la basilique et du cloître Santa Chiara, que vous pouvez apercevoir ici. Celle-ci se trouve donc dans le quartier historique de Naples, à la frontière, on va dire, avec l'un des quartiers historiques de la ville, le quartier de Spaccanapoli. C'est vraiment le centre historique de Naples. L'église de Santa Chiara, ce monastère est proche d'ailleurs de l'église du Jésus, à 2 pas aussi de San Domenico Maggiore. C'est un complexe assez vaste que vous apercevez sur la photo aérienne à gauche ici, qui montre très bien le complexe de Santa Chiara, qui comprend une basilique, 2 couvents, un cloître et un musée. Ce complexe a été construit par Robert d'Anjou au XIVe siècle et à l'intérieur, donc on pourra visiter le cloître et vous apercevez notamment à l'intérieur de celui-ci
des mosaïques assez intéressantes, des faïences également, comme vous pouvez apercevoir en bas à droite de l'écran, ce qui est assez surprenant dans ce type d'architecture. Après donc cette visite de Naples baroque, pourquoi pas se consacrer au musée national de Capodimonte, donc situé un petit peu à l'extérieur du centre historique de Naples, sur l'une des collines de Naples, un des plus importants musées de la ville de Naples, ce musée national de Capodimonte qui fait partie des grands musées italiens. Il se situe dans un écrin tout à fait intéressant, un parc homonyme. Vous apercevez ici donc la façade et le parc. En fait, le musée est aménagé à l'intérieur d'un ancien palais, un palais qui a été édifié pour Charles de Bourbon, roi de Naples, un palais qui a été édifié par l'architecte romain Antonio Caniavelli. Ce musée donc national de Capodimonte compte une centaine de salles. Il abrite des galeries d'art ancien, une galerie d'art contemporain, des appartements historiques dont vous avez ici quelques photos également, et une très belle pinacothèque qui conserve et expose des œuvres consacrées à de grands peintres, pour ne citer que par exemple Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, le Caravage, des tableaux également de Francisco de Goya, de Simone Martini, le Titien, le Greco. Un bon nombre de tableaux se trouvent à l'intérieur de ce musée de Capodimonte que l'on ne connaît pas toujours justement lorsque l'on visite Naples. On va trouver aussi à l'intérieur de ce musée une très grande collection de céramique, de majolique aussi, et un pavillon de chasse, un pavillon originel de chasse. Donc, c'est une visite assez éclectique qui nous attend lors de la découverte de ce musée national de Capodimonte. À présent, donc, parlons de la troisième excursion qui est proposée au départ de Naples, l'excursion de journée vers le Vésuve et Pompéi. Le Vésuve donc, est situé au large de cette baie de Naples. Lorsqu'on arrive d'ailleurs en bateau, la navigation est absolument superbe puisqu'on aperçoit la vue de la baie de Naples et derrière, en arrière-plan, donc le Vésuve. C'est un volcan donc, qui est toujours en activité. Sa dernière éruption a eu lieu en 1944, bien qu'il soit connu pour avoir enterré Pompéi Herculanum en l'an 79. C'est un lieu qui est toujours actif. Au fil des siècles et des années, il a changé d'apparence puisque la caldeira a commencé à se former il y a plus de 17 000 ans. Il s'est ensuite développé et transformé en raison de ces violentes éruptions qui ont été très nombreuses. Tout au long de son histoire, donc, ce volcan a connu des éruptions. La dernière, enfin pas la dernière, mais l'une des plus importantes dont on se souvient, c'est celle de 79, qui a malheureusement enseveli Pompéi et Herculanum, des cités voisines, mais d'autres également. On parle toujours de Pompéi et d'Herculanum. Donc, lors de notre visite, nous irons donc en autocar depuis Naples vers le Vésuve. L'autocar nous laisse donc à mi-chemin, je dirais, sur les pentes du Vésuve et on continue ensuite à pied sur le sentier que vous apercevez ici. C'est un chemin qui est assez facile, bien aménagé, pour nous permettre d'aller jusqu'au cratère. Et là aussi, on a une vue plongeante sur la baie de Naples. Cette journée d'excursion nous permet de voir le Vésuve et ensuite de poursuivre vers Pompéi, donc à quelques kilomètres. Ce site archéologique de Pompéi donc, est situé au sud de Naples. La ville antique de Pompéi, il faut le savoir, c'était une ville assez riche au cœur donc, de cette campagne. On a surnommé d'ailleurs pendant très longtemps la terre des dieux, puisque c'est une terre avoisinante qui est très fertile de par la roche volcanique. Et c'est une cité, Pompéi, qui malheureusement était ensevelie à l'automne 79 lors de l'éruption du Vésuve, donc qui est située seulement à 9 km au nord-ouest de la ville de Pompéi. Les origines de la cité de Pompéi sont encore mal connues. On suppose qu'elle a été fondée par une communauté locale qui occupèrent la région aux côtés des Grecs et des Étrusques à la suite d'un mouvement de colonisation grecque de la côte tyrrhénienne au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Étrusques se sont parés ensuite de la cité,
Très certainement, Pompéi a été ensuite conquise par les Samnites en 425 avant Jésus-Christ, comme l'attestent de nombreuses inscriptions que l'on peut voir encore sur les vestiges des maisons de Pompéi. Elle est tombée ensuite dans l'escarcelle romaine, comme tout le territoire samnite, sans pour autant devenir une cité romaine à proprement parler. La cité et les vestiges que l'on va découvrir à Pompéi sont assez vastes. C'est une cité donc qui a été détruite en même temps que Herculanum, que le site d'Oplontis, que le site de Stabi lors de cette éruption du Vésuve. Le site de Pompéi a été complètement enseveli sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques. Alors, la ville a été l'objet de nombreuses tentatives de récupération de plusieurs matériaux au cours de l'Antiquité. La grande quantité donc, de matériaux éruptifs a rendu impossible en fait le pillage systématique du site, comme ont été victimes d'autres sites. La ville a sombré dans un relatif oubli pendant 15 siècles à peu près. La première fois qu'on s'est intéressé de nouveau à Pompéi, ça a été en 1592, lorsque les vestiges ont été touchés de nouveau par l'humain lors de la construction du canal du Sarno, qui est tout à proximité. Mais la Pompéi que l'on connaît actuellement a été probablement redécouverte, on va dire qu'à partir de 1748, on a commencé à exhumer une ville qui est vraiment un témoignage assez extraordinaire de l'urbanisme et de la civilisation de la Rome antique. Le site donc de Pompéi que vous pourrez parcourir avec votre guide a été classé en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le site d'Oplontis et le site d'Herculanum. Ici, donc, vous apercevez quelques quartiers de cette grande cité de la Rome antique, de cette ville de Pompéi qui est vraiment très vaste, de très belles mosaïques aussi qui ont été mises à jour. Deuxième cité que l'on vous propose de découvrir aussi, c'est la cité d'Herculanum. Donc, à travers une autre excursion, on visite Herculanum. Alors, Herculanum a été aussi enseveli lors de l'éruption de 79, mais le mode a été différent, je dirais. Pompéi a été enseveli sous les cendres, Herculanum a été enseveli sous la lave, qui donne lors de l'exhumation des vestiges des résultats assez différents. C'est vrai que la ville d'Herculanum est plus petite, si certains d'entre vous la connaissent, et les vestiges sont beaucoup plus importants, dans un meilleur état de conservation. Herculanum est situé à la même distance de Pompéi par rapport au Vésuve, à environ une quinzaine de kilomètres. C'était une cité qui était beaucoup plus petite, elle comptait seulement 5000 habitants, donc 4 fois plus petite que Pompéi, lorsqu'elle a été dévastée donc, par cette coulée de boue lors de cette nuée ardente, lors de l'éruption du Vésuve, puisque la ville d'Herculanum a été recouverte par une couche de lave d'environ 12 à 20 mètres d'épaisseur. Donc, pour vous rendre compte, c'est assez impressionnant. Cette couche de lave a permis de préserver la cité d'Herculanum pendant plus de 2 millénaires, puisqu'elle a été partiellement mise à jour au début du XVIIIe siècle. L'essentiel du site aujourd'hui est recouvert par la ville moderne d'Ercolano, qui compte à peu près 55 000 habitants, mais on peut voir encore cette cité antique, donc qui est plus petite, moins fréquentée, beaucoup moins visitée qu'Herculanum, mais qui est tout aussi intéressante et qui permet vraiment de mieux voir ce qu'était cette cité romaine, puisque l'état de conservation est absolument superbe. En bas à droite de votre écran, vous apercevez notamment des fresques, des mosaïques que l'on peut voir lorsqu'on arpente les ruines antiques de cette ville abandonnée. Nous quittons ensuite donc Herculanum et nous allons quitter la ville de Naples après avoir parcouru donc cette belle région et rejoindre la région du Latium. Le Latium, ça sera notre dernière escale de cette croisière, l'escale à Civitavecchia. Civitavecchia, donc c'est le port, un des ports les plus importants sur cette mer Tyrrhénienne. Nous sommes à peu près 80 km au nord de Rome, un grand port de croisière également, un port de ferry important, puisque d'ici partent des ferries vers la Corse et la Sardaigne. Depuis Civitavecchia, à travers cette demi-journée d'escale, 2 visites sont proposées.
La première, il s'agit de Tarquinia et la deuxième, la visite du site d'Ostie. À Tarquinia, donc Tarquinia, c'est une ville antique qui est située donc à quelques minutes de Civitavecchia, au cœur du Latium. C'est une ville qui s'étend sur un plateau calcaire, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, un plateau calcaire d'à peu près 130 hectares. Tarquinia a été une ville très florissante sous la période étrusque, puisqu'elle était située sur la côte pyrénéenne, à mi-chemin entre deux villes étrusques très importantes, la ville de Vulci et la ville de Cerveteri, proche également d'un fleuve artère très important, le fleuve Marta, qui a été à cette période étrusque un lieu d'échange très important. Donc, cette ville de Tarquinia est un centre politique et culturel essentiel à la période d'épanouissement de la cité étrusque. Nous visiterons donc cette ville étrusque, son musée, les sites et le fouilles également. À l'intérieur du site, on pourra voir de nombreux vestiges, des tombeaux étrusques, avec là encore de très belles fresques, comme vous pouvez l'apercevoir ici, puisque les fouilles du site de Tarquina ont lieu au milieu du 19e siècle, à partir de 1825, et les premières tombes peintes sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'université de Turin qui a fait en grande partie d'ailleurs l'objet de toutes ces fouilles archéologiques. Le site de Tarquinia est aujourd'hui l'un des sites les plus importants dans la civilisation étrusque. Nous visiterons aussi le musée à l'intérieur duquel on va trouver de nombreuses céramiques grecques également, céramiques étrusques. La deuxième visite qui est proposée est la visite d'Ostie. Donc, Ostie, eh bien, nous sommes à peu près 30 km à l'ouest de Rome pour cette ville d'Ostia Antica, qui est une ville romaine, une ville très prospère, qui là aussi était un centre commercial et portuaire assez important, puisque Ostia, dans l'Antiquité, a été l'un des ports principaux de Rome durant cette période. C'est un port qui a connu aussi un déclin ensuite. La situation est devenue compliquée pour la ville d'Ostie lorsque une épidémie de malaria a dévasté toute la ville. Une grande partie, malheureusement, des habitants ont péri et ceux qui n'ont pas péri à cause de cette épidémie ont dû échapper la ville d'Ostie. Donc la ville est tombée dans l'oubli, elle est restée ensevelie sous le sable pendant des siècles. Elle a été bien conservée également. Alors, bien sûr, elle n'a pas la grandeur de Pompéi et d'Herculanum, mais c'est une ville tout à fait intéressante que l'on pourra découvrir ici, une ville romaine. À travers donc notre promenade sur le site, vous pouvez voir donc ici les différents endroits. La chaussée principale, comme vous pouvez le voir, qui est le Decumanus Maximus, qui traversait autrefois la ville et accueillait de nombreux commerces. On va trouver aussi sur le site le vestige des tavernes, des entrepôts, des boutiques, un très grand théâtre qui a été restauré et encore maintenant l'été, il fait l'objet de nombreuses représentations théâtrales. Donc, c'est toute cette façade de l'Ostia Antica que l'on pourra découvrir à travers ces vestiges et à travers les vestiges aussi des 18 temples qui ont été dédiés au dieu perse Mitra. Les vestiges aussi d'une basilique chrétienne que l'on pourra voir sur ce site d'Ostia. Des mosaïques, comme vous pouvez l'apercevoir aussi en bas à droite de l'écran. Et cette visite de cette cité nous permettra de clôturer notre périple à travers cette mer Égée et mer Tyrrhénienne, puisque nous arrivons déjà le 10e jour au terme de notre croisière au port de Nice, puisque nous débarquons au port de Nice. Et là, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons des postes d'acheminement vers les différentes villes de province. Cette croisière, donc vous l'avez compris, est richement culturelle. C'est une croisière donc avec, comme vous l'avez vu, de nombreuses escales, peu de navigation finalement, de beaucoup d'escales, certaines escales de journée entière qui nous permettent vraiment de profiter des différentes régions traversées. Une croisière 100% francophone sur laquelle vous retrouverez toute notre équipe, l'équipe Plein Cap, l'équipe des excursions, de nos accompagnateurs, nos conférenciers, l'animation également, donc avec une soirée donc chaque soir, une restauration que vous avez l'habitude de connaître sur l'Hambourg, donc de qualité, avec toujours les boissons incluses
à table et comme toujours l'accompagnement donc de votre équipe depuis Paris, depuis le départ de Paris en avion vers Istanbul et retour jusqu'à Nice. Côté culturel, je voulais vous mentionner donc nos 4 conférenciers qui seront à bord de cette très belle croisière. Donc encore une fois, la culture sera à l'honneur avec un invité de marque, je vous le disais en introduction, Monsieur Claude Sintès, qui nous fait l'honneur de sa présence. Claude Sintès, qui est un archéologue, conservatoire en chef du patrimoine, ancien directeur du musée de l'art antique, donc il pourra nous parler de ces différentes cités antiques. Claude Sintès, qui est aussi chercheur au CNRS. En tout cas, c'est une grande chance pour Plein Cap de pouvoir l'accueillir sur cet itinéraire. Nos 3 autres conférenciers, Christine Darmagnac, diplômée de l'école du Louvre, sera aussi présente à bord et viendra partager ses connaissances avec vous. Oksana Garin, fidèle conférencière Plein Cap depuis de nombreuses années, depuis plus de 25 ans, viendra nous conter ses sujets de prédilection à travers les arts, la mythologie par exemple. Et vous retrouverez également notre conférencier Cédric Cabane, fidèle à Plein Cap depuis aussi de nombreuses années, qui viendra vous présenter ces différents pays tels que la Grèce et l'Italie sur le plan géopolitique. Nous le disions, l'animation ne sera pas en reste sur cette croisière puisque nous avons mis l'accent bien évidemment sur une animation thématique grecque bien évidemment sur cet itinéraire et nous aurons le plaisir, en plus de notre équipe artistique habituelle, d'accueillir donc Paraskevas Grekis, soliste virtuose donc dont la musique est essentiellement composée de sirtaki et de bouzouki. C'est un compositeur renommé de musique grecque puisqu'il a participé à de nombreux enregistrements avec Linda de Souza, Nana Mouskouri. Il se produit encore sur de nombreuses scènes en grec. Il sera accompagné donc d'un guitariste et d'une chanteuse. Je ne pouvais pas vous quitter, mesdames, messieurs, sans vous faire écouter, bien sûr, quelques airs de musique grecque, de la musique justement de Paraskevas Grekis, pour nous donner déjà un petit goût d'avant-croisière. On se retrouve dans quelques secondes. Je vous redonnerai la parole pour les éventuelles questions. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que cette petite musique a évoqué pour vous tant de souvenirs, certainement, lors de visites en Grèce, de bons moments passés dans des tavernes grecques. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cet itinéraire au cours duquel j'aurai le plaisir de vous retrouver à bord du MS Hambourg. Nous pourrons partager ensemble cette croisière et j'espère tous vous retrouver à bord. À présent, je vais vous redonner la parole. Si vous avez des questions, elles sont bien évidemment les bienvenues. Merci encore en tout cas de votre attention et de votre fidélité à nos visioconférences.